La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Pour adresser vos vœux à minuit, il y a encore plus hip que le téléphone et le GSM, ce sont les messages écrits par portable. Tout d'abord, l'Alcatel HB200, il est un peu lourd, un peu encombrant, mais à ce prix-là, c'est une bonne affaire. Moi, je coupe beaucoup les fins de mots, en fait, donc je retire des E ou des choses dans le genre. Un joyeux Noël peut-il changer le monde ? L'histoire que nous vous racontons aujourd'hui comme un conte de Noël nous montre que oui. En envoyant Joyeux Noël en 1992 sur le téléphone portable de son collègue, un développeur britannique envoie le tout premier SMS de l'histoire. En quelques années, le SMS s'impose partout dans le monde comme un mode de communication incontournable. Comment le SMS a conquis nos vies, comment il a changé nos manières d'écrire, de nous dire je t'aime, de nous révolter, d'aller à l'école, de travailler et d'être disponible jour et nuit. Avant la révolution des réseaux sociaux et des smartphones, retour sur une première révolution un peu oubliée, celle des petits messages envoyés sur les petits écrans monochromes des téléphones à clapet. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Un numéro qui a un peu des allures de Madeleine de Proust pour beaucoup d'entre nous. Eh bien oui, on sommes nombreux à avoir connu cette époque du SMS roi, ce petit message payant qu'il fallait écrire à l'aide d'un clavier à 12 touches, obligeant le pouce à une chorégraphie virtuose. Le premier SMS a été envoyé en 1992, mais il ne se généralise que dans la deuxième moitié des années 90, quand les réseaux téléphoniques se sont étoffés et que les téléphones portables sont devenus moins chers. En quelques années, le SMS s'est imposé auprès d'un très large public et a préfiguré, sur bien des aspects, l'arrivée des smartphones et des réseaux sociaux. Car avec le SMS, nous sommes devenus joignables et disponibles partout et tout le temps. Ne pas répondre à un SMS reçu à Noël pouvait dégénérer en dispute de famille. Les notifications commençaient à faire partie du décor de nos vies. Une culture SMS, diront certains, a commencé à se développer avec même un langage propre à la grande fureur de certains linguistes. Avec le SMS, une série de nouvelles questions se posent sur l'évolution du langage, sur l'addiction aux écrans, sur le harcèlement, sur l'utilisation par les jeunes dans les écoles et même sur la désinformation avec des hoax qui circulent dans des chaînes de SMS. Autre aspect, le SMS, c'est encore largement une technologie européenne, mise au point notamment par les Finlandais de Nokia sur des téléphones là aussi en bonne partie conçus en Europe. L'arrivée du smartphone va acter un vrai décrochage de l'Europe à l'image justement de Nokia, autrefois dominant dans le secteur des télécoms. Bref, beaucoup de questions qui se posent encore aujourd'hui et qui donc justifient bien qu'on raconte le passé pour éclairer le présent. Pour en parler avec nous, deux invités. Nicolas Van Zeebroek, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie et de stratégie digitale à Solvay et auteur récemment d'un livre « L'économie numérique, enjeux et ressorts d'une révolution » qui est paru aux éditions de l'Université de Bruxelles. Et avec nous également Cédric Ferron, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de linguistique à l'UC Louvain, vous dirigez le Centre de traitement automatique du langage. Le Cental. Alors première question, toute simple, est-ce que vous vous souvenez, Nicolas Van Zeebroek, de votre premier SMS ? Je crois que j'ai dû écrire quelque chose comme « Zut, moi aussi ». On ne saura pas ce qu'il y avait avant. On ne veut pas savoir. Et vous, Cédric Ferron, votre premier SMS ? Je n'en ai plus la moindre idée, mais ça devait être un message à un ami ou à la famille. C'était quelque chose sans doute d'intime. Vous vous souvenez, Bertrand, de votre premier SMS ? En fait, non. Je me souviens de mon premier téléphone. Premier téléphone, oui, évidemment. Et des tout premiers SMS quand même. Mais le premier, je ne saurais pas vous dire. J'espère que c'était « Je t'aime ». Oh. Allez, on se plonge tout de suite dans nos archives. Un compte à rebours au milieu de la nuit. Un moment que l'on sait inéluctable. Des yeux embués d'alcool. Au Mont des Arts à Bruxelles, le 3e millénaire commence sous les yeux de 180 000 badauds. Feux d'artifice, doudounes, bonnets, champagne, la fête populaire bat son plein.
magnifique! On n'en a jamais vu un aussi beau! Alors ça vous plaît? Oui! Oui! Mais cette année-là, les yeux ne sont pas que dans le ciel à observer les belles rouges ou les belles bleues. Les yeux sont aussi sur le petit écran verdâtre d'un GSM. Les 4 cm² d'un Nokia 3210 ou d'un Ericsson R380. 2 stars du tout nouveau marché du téléphone portable et au nouvel an. La nouvelle mode, c'est d'envoyer des SMS. Pour adresser vos vœux à minuit, il y a encore plus hip que le téléphone et le GSM. Ce sont les messages écrits par portable. On envoie en moyenne 1,5 million de SMS par jour normal. On peut dès lors imaginer un certain encombrement ce soir. Et l'encombrement a bien eu lieu. Avec plus de 7 millions de SMS envoyés, le nouvel an 2001 a saturé le réseau. Beaucoup de SMS arrivent en retard, de plusieurs heures, voire de plusieurs jours. On a eu effectivement une pointe, je crois un record battu sur le réseau Mobistar. C'est une pointe d'environ 1 750 000 SMS envoyés en un laps de temps très court, c'est-à-dire, je dirais 3-4 heures, entre 11h30 et 3h30 du matin, plus ou moins. On ne peut pas faire un réseau uniquement pour la nuit du réveillon, où là le problème est généralisé à toute la Belgique et tout le monde essaye d'envoyer des SMS et de téléphoner en même temps. Donc on ne peut pas rationnellement construire un réseau uniquement pour ce moment-là. Donc là, on doit s'attendre à des problèmes de congestion. Au début du millénaire, le succès du SMS est tellement fulgurant que les réseaux ont peine à suivre. Avant même que l'on s'en rende compte, la société est devenue ultra connecté. Retour sur ce phénomène de société qui a précédé et préparé la révolution du smartphone et des réseaux sociaux. Belgacom lance dans quelques jours le mobilophone GSM, le téléphone de l'avenir, un avenir qui ne sera pas à la portée de tous dans l'immédiat. En 1993, Belgacom, l'ancêtre de Proximus, lance le premier réseau GSM belge. Quelques appareils seulement sont disponibles, ils sont lourds, chers et le réseau balbutiant. Cible, les hommes d'affaires ou les médecins. Le GSM n'apparaît utile qu'aux grands voyageurs ou ceux qui doivent être appelés en urgence. On prend un appareil, il est allumé, il indique qu'il faut mettre la carte dedans. Je mets donc la carte dedans, je regarde. La carte et l'appareil me disent que je dois introduire mon PIN, mon code personnel en fait. Je l'entre. Je termine. Et vous êtes branché sur le réseau? Je suis branché sur le réseau et il est prêt pour envoyer des appels n'importe où. En 2 ans, le réseau couvre presque toute la Belgique. Les appareils se miniaturisent et se démocratisent un peu. À grand renfort de marketing, le GSM se ferait une place dans le quotidien. Il devient l'objet tendance pour une partie des classes moyennes. Nous allons effectuer un comparatif rapide, rassurez-vous, des différents appareils GSM que l'on trouve actuellement sur notre marché. Tout d'abord, l'Alcatel HB200 que l'on trouve dans les téléboutiques et dans les magasins à 10 990 francs. Il est un peu lourd, un peu encombrant, mais à ce prix-là, c'est une bonne affaire. L'Ericsson GH337, c'est le plus petit appareil que vous pourrez trouver actuellement dans les magasins. Il est vendu 25 000 francs. C'est un appareil que les hommes d'affaires aiment bien parce qu'il est léger, mais aussi parce qu'ils peuvent le mettre en poche très facilement. En plus, son clapet rabattable protège toutes les fonctions du clavier, c'est une bonne idée. Ensuite, le Nokia 2110, assez fin, assez léger. Il est vendu également dans les 25 000 francs en magasin. Il possède surtout le plus grand écran du marché, ce qui le rend très très lisible. Tous ces appareils permettent de téléphoner, mais c'est à peu près tout. Vers la fin des années 90, ils vont commencer à servir à autre chose. On peut alors jouer à des petits jeux dans le bus ou dans la salle d'attente, faire quelques photos très pixelisées. On peut remplir un calendrier et surtout, à partir de 1996 en Belgique, on peut envoyer un SMS, un petit message payant de 160 caractères. Le succès est fulgurant, mais connaît un frein important, car on peut seulement envoyer un SMS à un autre abonné du même réseau. Entre Proximus, Mobistar et Orange, c'est la guerre des opérateurs.
Et le SMS est un moyen de garder sa clientèle captive. Début 2000, c'est une première petite révolution. Le SMS, Short Message Service, c'est la possibilité d'envoyer par GSM et vers un GSM des courts messages de texte de maximum 160 caractères. Jusqu'à présent, l'envoi et la réception de tels messages ne pouvaient se faire qu'entre abonnés d'un même réseau. Concurrence oblige, Mobistar, Proximus et Orange viennent de conclure un accord. Il sera désormais possible de s'envoyer des messages SMS d'un réseau vers un autre. C'est vraiment un boom, c'est une demande du client. Il est normal que la société aille de l'avant et permette à tous les clients d'envoyer des SMS vers qui le désirent. Ce type de message connaît un véritable engouement. Plusieurs millions de messages SMS seraient envoyés chaque mois en Belgique et l'envoi et la réception de messages de texte par GSM semblent promis à un bel avenir. Avec cet accord entre opérateurs, le SMS entre de plein pied dans la vie quotidienne. Un succès qui dépasse les attentes des opérateurs jusqu'à la saturation de ce fameux Nouvel An 2001. Cette utilisation massive du SMS change le quotidien. Les rues, les bus, les gares, les maisons, les chambres et jusqu'aux toilettes, le quotidien se couvre de bruits de notifications. Entendre une conversation privée en pleine rue était déjà devenu banal. Désormais, avec le SMS, un nouveau phénomène apparaît, celui du regard perdu sur un petit écran. Une attention captée par un clavier physique de 12 touches sur lequel il faut taper les 24 lettres de l'alphabet. Il faut donc parfois 3 pressions pour obtenir la lettre choisie. Un exercice dans lequel certains deviennent des spécialistes de vélocité à 1 ou 2 pouces. À partir des années 2000, le SMS n'est plus alors seulement interrogé par les médias comme un événement technologique ou commercial, mais aussi comme un phénomène sociologique. Un phénomène qui bouleverse nos vies sous beaucoup d'aspects, par exemple les relations amoureuses. On n'a pas attendu l'ère du GSM pour être amoureux, mais depuis que les portables ont débarqué en force, certains comportements ont un peu évolué. Vous en envoyez souvent des SMS, des messages à votre ami ? Oui, quand même. 5-6 par jour. Vous avez l'impression que vous communiquez plus avec un GSM que si vous n'en aviez pas, par exemple ? Oui, je pense, oui. Je dirais pas que ça change vraiment nos rapports, mais c'est vrai que ça peut les accentuer, en fait, nous rendre plus proches. Je pense que beaucoup d'adolescents apprécient la possibilité d'avoir des relations amoureuses sans que leurs parents soient au courant, et qu'il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes actifs qui trouvent que leurs relations, parfois illicites, sont plus faciles. La vie privée change, mais aussi et surtout une flopée d'aspects de la vie publique. Par exemple, cette mobilisation devant l'ambassade de France contre l'élection de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle française en 2002. Spontanée, elle rassemble pourtant plus de 1000 personnes mobilisées par des chaînes de SMS. Quelques messages via Internet ou téléphone portable, beaucoup de bouche à oreille et voilà le résultat, un bon millier de personnes rassemblées pacifiquement place de Louvain en face du consulat de France. L'idée c'est justement de pouvoir se réunir et de pouvoir chaque fois qu'il y a quelque chose qui menace la démocratie, n'importe quel extrême, de très vite réagir et très vite venir amener un coup de main aux démocrates parce que nous on n'est pas dans les partis, mais on peut être un soutien effectivement à ça. Vous aviez le sentiment qu'il allait avoir autant de monde que ça allait aussi bien marcher ? Franchement, j'ai dit à mon épouse, on va y aller, une 50aine de personnes, on ira peut-être au resto après, tous ensemble. Comme une anticipation de ce qui viendra après, via le smartphone et les réseaux sociaux, le SMS est aussi propice à de nouvelles arnaques et à de nouveaux phénomènes de harcèlement et de messages sexuels explicites. Et puis, le SMS s'invite à l'école, où il débarque dans les cours et les salles de classe. Combien d'entre vous dans cette classe possèdent leur propre GSM ? Ça, c'est toutes les 6e en fait. Selon une étude du CRIOC, 92% des écoliers de 12 ans possèdent leur propre téléphone portable. C'est 9% de plus qu'en 2007. À cet âge-là, le téléphone ne sert pas qu'à téléphoner, loin de là. Je fais aussi d'autres choses avec, des vidéos, jouer, téléphoner, envoyer des messages, envoyer des musiques aux copains, faire des photos, faire un peu de tout. Avec un tel engouement, le SMS devient un enjeu commercial majeur, y compris
pour des marques classiques. Le SMS est ainsi présenté dans une pub Coca-Cola comme un symbole de liberté. Madame, monsieur, bonjour. Le ministre de l'Enseignement secondaire, Pierre Azette, n'apprécie pas du tout l'un des derniers spots publicitaires de la firme Coca-Cola. On y voit des adolescents sortir de classe pour lire des messages SMS. Un mauvais exemple donné aux élèves, selon Pierre Azette, qui demande le retrait de cette publicité et menace même de porter l'affaire en justice. Je remarque en tout cas que dans les images, la classe se vide précisément parce qu'il y a l'appel du SMS, il y a la volonté de répondre. Le message est donc clair, faites ça pendant les cours et nous vous donnons la réponse après les cours. Je ne vois pas très bien comment la firme commerciale peut justifier son message. Il est clair que le public visé, c'est le public pendant les cours et au moment des cours. La fièvre du SMS transforme tellement nos comportements que l'on s'inquiète pour le langage, en particulier celui des jeunes, puisque le message est limité à 160 caractères et payant. Il faut trouver des astuces pour épeler les mots. D'où la naissance d'une nouvelle orthographe. Certains disent même d'une nouvelle langue qui n'est pas comprise des adultes. Enfin, pas toujours. Le SMS, c'est aussi une cassure générationnelle. À Louvain-la-Neuve, les étudiants sèment des SMS à tout vent. Ces romanistes à l'intercours dissertent sur ce fameux texto. Chacun a sa méthode pour faire un message court et efficace. Moi, je coupe beaucoup les fins de mots, en fait. Donc, je retire des E ou des choses dans le genre. Les chiffres aussi, quelquefois, à la place de des E, on utilise un 2. C'est vrai que dans les messages SMS, c'est original, les chiffres remplacent parfois les lettres. C'est pourquoi certains, et c'est audacieux, n'hésitent pas à parler de nouveaux langages. Quelquefois, on écrit aussi phonétiquement les mots dans un texto. Exemple, qui devient souvent KI sur les écrans GSM. Vers le milieu des années 2000, le SMS, le portable et en particulier les notifications des SMS ont envahi nos vies. Et pourtant, l'on s'interroge à peine sur le côté pile de ce progrès qu'est le SMS pour la communication. Est-ce qu'elle ne nous enferme pas dans une forme d'addiction et de contrôle social, une injonction à la disponibilité ? La connexion est une dictature. Et donc elle impose à quelqu'un de répondre très vite, sinon les gens s'impatientent et les membres de ces groupes craignent de perdre leur convivialité, leur statut social, s'ils ne sont pas disponibles à tout moment. Et dans ce cas-là, effectivement, on voit quand même apparaître une terrible emprise, un contrôle social, appelons-le comme ça, parce qu'il faut être toujours au bout du fil, toujours capable de répondre. Une mise en garde de Thierry De Smet, professeur à l'UCL, aussi clairvoyante qu'inutile. À ce moment-là, dans les bureaux d'Apple à San Francisco, on est déjà en train de travailler à la révolution suivante, celle de l'iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Pas très loin de là, une équipe supervisée par Jack Dorsey met au point Twitter, un réseau social basé sur le modèle des conversations SMS en message court. Depuis, face aux messageries comme WhatsApp, le SMS est en déclin un peu partout dans le monde. La première, l'histoire continue. On réécrit donc en 160 caractères l'histoire du SMS dans l'histoire continue avec Nicolas Van Zeebroek, professeur d'économie et de stratégie digitale à Solvay, donc à l'ULB, récemment auteur du livre L'économie numérique, enjeux et ressorts d'une révolution. Et puis nous sommes également avec Cédric Ferron, professeur à l'UC Louvain où il dirige le centre de traitement automatique du langage, le Cental. Nicolas Van Zeebroek, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette histoire du SMS qu'on vient de retracer? Et c'est vrai qu'il y a un effet Madeleine de Proust, ouais. Bertrand nous avait prévenu, ça n'a pas manqué. Cette technologie dont on voit bien aujourd'hui qu'elle a préparé l'ère du smartphone et des réseaux sociaux. Oui, parce qu'elle a provoqué au moins une rupture majeure. C'est l'idée qu'on pouvait communiquer avec quelqu'un en temps quasiment réel, même si c'est une conversation asynchrone, sans connaître sa localisation exacte. Mmh. Et ça, c'est la vraie rupture qui amène à un mode de communication omniprésent. On n'a plus besoin d'être à un endroit précis dans l'espace et à un moment précis pour communiquer. On peut communiquer de manière synchrone comme asynchrone, où qu'on soit. Et donc, ça a préparé le terrain
terrain pour l'omniprésence de la communication et des interactions. Et ça a préparé dès lors effectivement le terrain pour une communication toujours plus poussée, toujours plus riche. Finalement, l'histoire du smartphone, c'est l'histoire de l'intensification, de la diversification des contenus qu'on peut faire circuler sur ces réseaux. Et c'est aussi plus spécifiquement le SMS, l'arrivée de l'écrit. Les réseaux sociaux, ça va être ça aussi dans un premier temps, alors que jusque-là, on était sur l'oralité, le téléphone, etc. Et ça n'avait pas été anticipé tellement par les constructeurs, je vous interromps Nicolas. Non, tout à fait. Mais eux, ils tablaient plutôt sur le vocal. Le SMS, ça les a étonnés, ce succès. Oui, et c'est un peu le casse du siècle et c'est un peu un accident parce que le SMS, techniquement, utilise en fait ce qu'on appelle les canaux de signalisation, c'est-à-dire en fait le canal qui n'est pas destiné à faire transiter la voix, mais à faire transiter plutôt des informations techniques sur le fonctionnement du réseau, etc. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte, en fait, on peut aussi bien faire passer des messages là-dessus, des petits messages, parce que ça prend très très peu de bandes passantes sur le réseau, parce que ça passe à côté de la voix par un autre canal, donc ça n'empiétera pas sur les conversations vocales, et sait-on jamais que ça rende service à quelqu'un. Et je dis que c'est le casse du siècle, parce que l'idée des opérateurs de tarifer, de facturer le SMS par message, alors que l'infrastructure était la même, qu'elle ne coûtait strictement rien, et que le moindre message envoyé ne coûte, spécificité du numérique, absolument rien, ben ça donne des marges absolument incommensurables sur ces petits messages. Il y a quelque chose un peu du télétexte qui était aussi oui. Une sorte d'à côté technique qui, comme ça, a pu servir. Alors, Cédric Ferron, vous êtes linguiste, vous. Alors, certains pourraient s'étonner, mais pourquoi un linguiste pour parler du SMS? Mais en préparant cette émission, vous n'avez pas tari de commentaires. Et notamment, vous me disiez, c'est la première page la plus bouleversante de cette révolution numérique parce que le texte s'est imposé. Oui, je pense qu'il y a un changement de paradigme avec l'utilisation du texte à très grande échelle. Le texte dans une nouvelle modalité. Auparavant, quand on écrivait, c'était beaucoup plus formel. Et ici, le petit message, déjà par sa nature, nécessite un type d'écriture particulier. Et puis, on l'a utilisé aussi dans des contextes qui étaient vraiment très interpersonnels, non formels. Et ça, je pense que c'était un gros changement. Oui. Alors vous, l'UCL, à l'époque, c'est dans les archives, vous avez participé à des études sur le SMS parce que ce succès a étonné. On parle de quand même 2-3 ans. En 2-3 ans, c'était vraiment un usage réservé à quelques-uns. Et puis, tout le monde, ou presque, l'a utilisé. Oui, moi j'ai l'impression que le changement, c'est vraiment avec le changement de siècle, là, aux alentours des années 2000, oui. Il y a eu une vraiment rupture de digue, oui. Et le SMS était soudainement partout. Donc nous, en tant que linguistes, on a voulu un peu étudier cette nouvelle modalité de communication écrite. Et les linguistes, quand ils veulent étudier la langue, ils essaient de rassembler des attestations de cette langue. Donc on a commencé par demander aux gens de nous faire don de leur SMS. On a fait une grande enquête et en quelques semaines, on a récolté 75 000 messages. qui ont constitué une grande base de données qu'on a étudiée pour essayer d'objectiver un petit peu ce qui se passait, parce qu'on entendait beaucoup de choses, hein, évidemment, dès qu'il y a un nouveau phénomène social, il y a toujours beaucoup de commentateurs pour donner des avis. Et pour s'inquiéter. Hein. Oui, alors évidemment, dès qu'on parle de la langue française, c'est souvent avec beaucoup d'inquiétude en arrière-fond, et donc on avait peur que la langue soit définitivement perdue, que les jeunes ne sachent plus jamais écrire, etc. Et il y avait beaucoup d'idées reçues, donc on a voulu objectiver. Et on a mené des études pour voir un peu, est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est dangereux pour la langue, est-ce que ça aura vraiment un effet délétère. Les collègues n'étaient pas toujours convaincus qu'on faisait une étude très sérieuse, parce que quand même les SMS, c'est quand même pas de la littérature. Mais en fait, ça a été vraiment hyper intéressant parce que on était en train d'assister à un nouveau mode de communication écrit. Vous allez nous dire après les conclusions de cette étude, 30 ans après, est-ce qu'on a eu raison de s'inquiéter ou pas? On garde un peu de suspense. Nicolas Van Zeebroek, sur l'aspect économique, ça a été la vache à lait pour Proximus, Mobistar, Orange, qui étaient les trois grands acteurs des réseaux belges à ce moment-là, parce que en fait, ils n'avaient pas du tout anticipé qu'ils allaient pouvoir à ce point-là monétiser leur réseau. Non, encore une fois, c'était un accident un peu technologique et l'idée de facturer ça, en fait, c'était un marché qui n'existait pas du tout et donc on a pu inventer n'importe quel prix pour ce marché et qui paraissait très anecdotique parce qu'il suffisait de le facturer quelques centimes le message. Et quelques centimes le message, ça paraissait pas grand-chose, mais à partir du moment où le coût est complètement nul, quelques centimes le message, ça fait une marge quasiment infinie. Et donc, c'est suffisamment bon marché pour que les gens ne prêtent pas grande attention à se dire un SMS de plus ou de moins, je le sentirai pas
sur la facture en fin de mois. Mais pour l'opérateur, comme je le disais, c'est le casse du siècle, c'est une véritable vache à lait. Et donc finalement, ça a généré une partie tout à fait conséquente des revenus des opérateurs sur cette période. Sur le plan technologique, c'est aussi intéressant de noter, Nicolas Van Zeebroek, ceux qui ont eu des téléphones au début des années 2000 le savent bien, ils achetaient un Alcatel, c'est français, un Nokia, un Ericsson, des marques scandinaves. Aujourd'hui, c'est des ingénieurs anglais qui lancent le premier SMS. C'est le dernier moment où les Européens avaient encore la capacité de lancer des technologies qui allaient inonder le monde entier. Alors, je ne suis pas sûr que je le présenterai comme ça. À l'évidence, c'est le dernier tout grand succès européen tel quel. Il faut se souvenir que derrière ce succès, le véritable succès européen, c'est pas tant les ruptures technologiques, parce que cette recherche, en fait, elle était aussi bien américaine et asiatique qu'européenne, c'est d'avoir standardisé les choses très tôt. Le coup de génie de l'Europe, c'est d'avoir établi cette norme GSM qui va standardiser un ensemble de technologies et mettre tous les opérateurs d'accord sur l'idée ça c'est la norme qu'on utilise. Moi, je me souviens d'avoir étudié quelques mois aux États-Unis à la fin de l'année 2000. Et les Américains, à l'époque, enviaient le réseau GSM en se disant quel dommage, nous, on est là coincés avec des normes qui sont différentes en fonction des opérateurs. Oui, il fallait parfois 2 ou 3 SIM, etc. aux États-Unis pour passer d'un État à l'autre. Oui, tout à fait. Une catastrophe. Et donc, c'est vrai qu'on a joué très très tôt sur la standardisation, et ça, c'est l'une des clés de la croissance exponentielle des modèles numériques. Et puis, on avait effectivement les constructeurs, les fabricants derrière, aussi bien des équipements de réseau que des appareils. Donc, on avait en fait la maîtrise sur l'écosystème complet. Mais l'Internet a apporté une rupture. Introduire l'Internet dans le téléphone a introduit une rupture que les Européens, les entreprises européennes, Nokia et Alcatel en premier, n'ont pas comprise. C'est que elles n'ont pas compris ou elles n'avaient pas les moyens de le faire face à des géants comme Apple qui allaient arriver? Non, elles avaient honnêtement, je pense, les moyens techniques et financiers de le faire. Il faut se souvenir, il y a encore une couverture que moi j'ai conservée du magazine Forbes en 2007, donc l'année de la sortie de l'iPhone, mais juste avant la sortie de l'iPhone, où Nokia avait vendu son milliardième smartphone, téléphone, et Forbes titrait 1 milliard de téléphones vendus, qui pourra un jour détrôner le roi du téléphone. Ah oui. Mais ils ont vécu de leur rente aussi, quelque part. Ils ont vécu de leur rente, mais ils sont surtout assis sur une situation dans laquelle ils pensaient qu'ils pouvaient maîtriser l'écosystème de A à Z. C'est-à-dire qu'ils pouvaient aussi bien être actifs et dominants sur les équipements de réseau que sur le téléphone, que sur toutes les applications. Et donc, ils ont commis l'erreur, qu'entre nous soit dit Steve Jobs a commise à l'origine de l'iPhone aussi, c'est de penser qu'ils pouvaient construire aussi bien l'appareil que le système d'exploitation, que les applications qu'on allait mettre par-dessus. Mais l'Internet changeait ce paradigme et permettait en fait de faire tout autre chose, c'est de permettre à des développeurs tiers, X ou Y, n'importe qui dans le monde, de développer des applications et de venir les installer sur le smartphone, ça changeait tout. Et on revient quelque part à cette histoire de standardisation et de normes que cette fois-là les Américains ont probablement mieux comprises que les Européens. La première, l'histoire continue. On retrace donc l'histoire du SMS depuis presque 30 ans. Cédric Ferron, la langue, c'est votre spécialité. On discutait juste avant du fait de savoir si le SMS avait changé la langue, abîmé la langue. C'est ce que certains craignaient, disaient. Vous avez mené une grande étude pour comprendre ça il y a déjà plusieurs années. Quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? La première chose qu'il faut dire, c'est qu'on appelle ce mode de communication le langage SMS, mais c'est pas un langage, c'est une écriture. Ça, c'est la première mise au point qui est très très importante, c'est que les gens ont confondu les deux, ils se sont dit, mon Dieu, les gens écrivent comme ça, ils vont commencer à parler comme ça. Il n'y a personne qui parle langage SMS, évidemment. Et d'ailleurs, plus grand monde qui écrit. Alors c'est effectivement donc il y a eu à cette époque-là, je dirais, une espèce de grande libération du surmoi orthographique, c'est-à-dire les gens se sont dit l'orthographe ça a toujours été une source d'angoisse et de pression pour les gens, et là tout d'un coup on pouvait écrire comme on voulait, ou en tout cas c'était justifié par les conditions économiques, puisque si on écrivait plus de 160 caractères, on était facturé 2 fois. Donc ici le modèle économique pesait sur la langue. Et il y a eu donc effectivement une grande libération, tout le monde s'est mis à écrire un peu comme il voulait, avec la seule contrainte d'être compris par son destinataire. Ça veut dire qu'on n'écrivait pas nécessairement de la même manière à tout le monde. Oui, à sa grand-mère, on n'envoyait pas t'inquiète, t'es caté, quoi. Voilà, c'est ça. Ou alors ça suscitait d'autres discussions un peu plus tard. Voilà. Donc une écriture SMS qui a été beaucoup étudiée, et les études linguistiques ou psycholinguistiques qui se sont penchées sur cette question ont montré qu'en fait,
ça ne dégrade pas la maîtrise du langage. Et paradoxalement, ceux qui ont une bonne maîtrise du langage sont mieux capables de coder et de décoder ce langage SMS. Donc il faut un peu inverser la logique. Évidemment, c'est pas parce que vous pratiquez cette écriture que tout d'un coup vous allez écrire correctement la norme. Il faut continuer à pratiquer les deux pour avoir une sorte de pluricompétence, si vous voulez. Est-ce que, selon vous, ce qui a interrompu, parce que c'est vrai, on parle plus en langage SMS, on n'écrit plus, en tout cas en écriture SMS, est-ce que pour vous, c'est un nouvel apport technologique qui est la saisie prédictive, on appelait ça le T9 à l'époque, le fait que à l'intérieur même du système, on a intégré la capacité de former un mot complet en un seul clic? Je crois que ce qui a vraiment changé la donne, c'est le modèle économique. À partir du moment où on n'est plus limité à 160 caractères, on n'est plus angoissé par la facture. Ce qu'on avait remarqué dans nos études, c'était que les messages qui étaient les plus abrégés étaient en fait les messages qui avaient presque 160 caractères. Autrement dit, les gens qui avaient beaucoup à dire, ils écrivaient jusqu'à 160 caractères, ils se rendaient compte qu'ils allaient dépasser, ils revenaient en arrière, ils effaçaient des lettres. C'est vrai qu'on allait trifouiller dans les phrases pour aller j'enlève un mot, j'enlève un pronom, etc. On a comparé nos corpus avec des corpus collectés par exemple à peu près à la même époque, un peu plus tard, mais qui étaient comparables au Québec, où il n'y avait pas cet enjeu économique. Et là, les messages étaient beaucoup plus courts, beaucoup moins abrégés, etc. Donc vraiment, il y avait une forte pression, et je pense que ce changement a aussi sonné un peu le glas du message SMS. Oui. On continue à utiliser des abréviations, parce qu'on écrit, ça prend un peu de temps. Mais c'est pas ça qui est déterminant. À mon avis, c'est vraiment la limite des 160 caractères. Ouais, Nicolas Van Zeebroek, cette limite, elle va exploser à la mi-temps des années 2000 avec les smartphones et puis les apps de conversation comme WhatsApp, Discord, il y en a plusieurs. Mais aussi, le SMS a essayé d'intégrer cette nouveauté avec les MMS notamment, où on aurait pu, enfin ça a existé pendant quelques années, s'envoyer des vidéos, des photos. Ça n'a pas marché, ça. Comme pour contrer les apps comme WhatsApp, etc., le MMS, c'est resté un peu lettre morte. Oui, je pense que c'était très prévisible à l'époque parce que la rupture qui a eu lieu à ce moment-là, c'est le passage à la connexion Internet. C'est-à-dire qu'on a arrêté d'utiliser un canal dédié pour faire passer du texte. On a dit maintenant c'est une connexion Internet générique qui peut faire passer tout. Elle ne fait plus passer que des bits d'information qui peuvent représenter du texte, qui peuvent représenter de la voix. D'ailleurs, la voix elle-même a fini par migrer dessus. Plus d'embouteillage au Nouvel An, ça paraît désuet. Oui, plus d'embouteillage au Nouvel An. Bon, les réseaux Internet restent parfois saturables, mais de moins en moins, c'est vrai. Mais par contre, ça veut dire surtout que ces réseaux-là sont totalement neutres du point de vue du contenu. Alors que le MMS voulait se positionner un peu dans la continuité du SMS avec une norme qui aurait été spécifiquement dédiée à faire de l'envoi de messages vocal ou éventuellement de photos, etc. Et en réalité, c'était à mon avis une mauvaise approche parce que ça supposait d'anticiper dès la conception du service la nature des contenus qu'on allait faire passer et de mettre un certain nombre de limites sur, par exemple, la taille de l'image, le format, etc. Et ça, c'était un calcul qui était perdu d'avance parce que si vous avez le choix entre un système qui est complètement rigide, qui vous enferme dans certains types de formats de contenu, ou quelque chose de complètement ouvert où vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez, même des contenus dont le format n'existe pas encore, évidemment, vous allez choisir le second, d'autant que vous rentrez dans une logique où on ne facture plus par message ou par image envoyée, mais pour la connexion Internet dans son ensemble. Mais les SMS existent toujours aujourd'hui. Et notamment quand les autorités doivent envoyer un message d'urgence, c'est par SMS qu'ils le font. C'est le plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire il y a encore des gens qui n'ont pas de smartphone et pour les atteindre, on les atteint par SMS. Donc ça reste quand même, ça garde une utilité. Oui, je pense pour ceux qui ont encore des téléphones à clapet, etc. Si on veut, il en reste. Il en reste. Mais oui, mais bien sûr. Soit c'est un choix parce qu'on veut pas aller sur le smartphone, soit ce sont des gens d'une génération un peu plus âgée qui préfèrent fonctionner avec des téléphones à touche. Mais effectivement, ça reste le plus petit commun dénominateur pour envoyer un message écrit, c'est le SMS aujourd'hui. Je pense aussi que sur le manque de succès du MMS, je pense qu'il y avait aussi le coût qui était encore plus cher que pour le SMS, ça a été déterminant aussi. Et alors, au moment de l'explosion du smartphone, puisqu'on parlait de cette convergence vers, cette interconnexion des réseaux, je pense que ça a eu aussi un effet sur la manière dont on a écrit. Puisque en fait, soudainement, avec le smartphone, on se retrouve avec tous les outils de communication regroupés, donc le mail, le Internet, le SMS, etc. Et ce qui auparavant étaient des outils différents avec des contraintes d'encodage différentes, se retrouve aujourd'hui sur un appareil unique.
Donc avant, on avait pour envoyer des emails, on avait un clavier, un grand clavier. On était assis devant un ordinateur. On avait le temps. Enfin... Voilà, c'est ça. Et quand on était en déplacement, alors là, c'était un petit SMS, etc. Et donc, il y avait deux modalités d'écriture. Il y avait la modalité d'écriture quand on a le temps devant un clavier, et puis l'autre où on est en déplacement et où on peut se permettre un autre type d'écriture. Et là, il y a une convergence qui est numérique avec l'arrivée des smartphones, et il y a aussi une convergence des modes d'écriture qui finalement intègrent un peu les conventions de chaque système. Il y a encore un élément de langage qui est apparu avec le SMS et qui s'est confirmé avec l'arrivée des smartphones. Nicolas Van Zeebroek, c'était le smiley, c'est devenu l'emoji. C'est aussi un élément de langage qui a été normé en fait. On faisait deux petits points et une parenthèse pour faire un sourire. Et là, c'est marrant parce que c'est japonais. L'emoji, c'est aussi une nouvelle forme de langage qui est venue s'ajouter via ces technologies-là. Finalement, une standardisation d'une pratique qui a été, je pense, dictée par ce que Cédric expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire les impératifs économiques et techniques qui poussaient à la concision du message, à pousser à l'utilisation de symboles aussi. Et c'est vrai que l'utilisation de symboles est très, très marquée culturellement. Ce qui est le plus remarquable, c'est qu'on a réussi à standardiser cette symbolique au point d'en faire des émojis qui sont aujourd'hui utilisés universellement partout. Et qui viennent, Cédric Ferron, confirmer quelque part une intention. Quand on veut écrire quelque chose et qu'on n'est pas sûr que ce sera bien ou mal, comment ça va être interprété, l'emoji aujourd'hui, il permet de venir donner une interprétation des mots qu'on utilise. Oui, c'est ça. Donc, à l'oral, en fait, quand on parle, l'essentiel du message passe par la voix. C'est là que l'information passe. Mais tout ce qui est désambiguisation passe par le langage du corps, l'expression faciale, l'intonation. Un petit clin d'œil, etc. Voilà. Oui. Et ça, on n'a pas à l'écrit. Non. Et donc, quand on veut désambiguiser, quand on veut faire un commentaire ou préciser ce qu'on dit, effectivement, c'est avec le smiley ou l'émoticône qu'on peut le faire. Ouais. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a aussi des usages qui étaient un petit peu différents. Donc, c'est pas toujours un commentaire méta par rapport au texte, c'est pas toujours un commentaire sur ce qu'on dit. Parfois, c'est un mot lui-même. Donc, il y avait parfois des petites émoticônes qui étaient utilisées à la place du mot. Donc, y compris au temps des SMS avec les 2 points tirés astérisque pour dire « je t'embrasse ». Ah oui, d'accord. Je vous en souvenais plus, tiens, celui-là. Et donc, on le voyait au milieu d'une phrase. On disait « je te » apostrophe et puis smiley qui embrasse, etc. Il y a plein d'autres exemples, mais c'était amusant, cette espèce de grammaticalisation de... une forme d'idéogramme, quoi, enfin... quelque part, SMS, enfin bon, je ne sais pas si j'utilise le bon mot. Nicolas Van Zeebroek, sur cette évolution alors un peu plus tardive vers le smartphone et WhatsApp, on entend, enfin WhatsApp, je prends WhatsApp, mais il y en a plein d'autres, on entend qu'au début des années 2000, on commence à s'interroger sur toute une série d'usages qui changent. Hein. Je disais l'amour, par exemple, on a un sujet sur, comment, avec des études universitaires qui montrent comment le portable et les SMS ont changé les relations entre les hommes et les femmes, ou les hommes et les hommes, enfin bref, les relations amoureuses, mais aussi toute une série d'inquiétudes sur l'école, sur l'âge auquel on doit utiliser des portables et puis des SMS que s'envoient les enfants et que les parents ne peuvent plus contrôler. Enfin, il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre un peu du précurseur, quoi. Toutes les questions qui se posent aujourd'hui, ou sur le harcèlement, bien sûr, qui a commencé au niveau numérique par les SMS, avant de s'étendre à toute autre technologie. Le SMS, c'est ça, c'est un peu la préfiguration de toutes les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Oui et non, c'est-à-dire qu'elle pose la question effectivement d'une certaine virtualisation de la communication, qui est un petit peu à mi-chemin entre l'oral et l'écrit en quelque sorte. Parce que l'oral, on savait bien, on a tous grandi avec l'idée que les paroles s'envolent et les écrits restent. Avec les SMS, avec la communication numérique, on est un petit peu quelque part entre les deux. C'est de l'écrit, mais il est très virtuel et donc effaçable en apparence. Et donc, on est dans quelque chose qui est un peu un objet qui est difficile à cerner. Et je pense que là, on retrouve un premier début d'inquiétude qu'on va retrouver plus loin. Mais je pense que justement, on a commis peut-être l'erreur à l'époque de voir apparaître les réseaux sociaux comme une continuation de ces préoccupations-là. Or, les réseaux sociaux étaient d'un tout autre ordre. Les réseaux sociaux, c'était pas de la communication d'une personne à une personne, c'est de la communication d'une personne au monde entier. Potentiellement, aujourd'hui, quand vous avez un gamin ou une gamine qui a dans les mains un smartphone avec TikTok ou WhatsApp ou YouTube, techniquement, ou Facebook, vous avez la possibilité de vous adresser à des milliards et des milliards d'humains en un éclair. Et ça, je pense que c'est une rupture beaucoup plus
dangereuse et pour laquelle on n'a pas du tout été préparé. On a aujourd'hui l'équivalent d'une arme thermonucléaire dans la main du point de vue du langage, si vous voulez. On peut tous pousser sur un bouton et balancer un truc qui est ineffaçable parce que répliqué partout et consultable par des milliards de personnes. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas du tout mesuré la portée et que le SMS ne laissait pas véritablement préfigurer. Oui, Cédric Ferron, sur notamment ces enfants à l'école, pour déjà, à la fin des années 90, début des années 2000, beaucoup de parents ont l'impression d'une perte de contrôle. Oui, je pense que le phénomène était d'une telle ampleur qu'on se demandait quelles allaient être les conséquences. Et puis quand on voit ces enfants pratiquer massivement ce type de communication, on se demande encore comment ça va se passer dans les dictées. Par rapport à ce qui vient d'être dit sur la notion de communication globale, je pense que ça a eu aussi un effet sur le langage. Et on a compris à un moment donné que quand on s'adresse à un plus grand nombre au travers des réseaux sociaux, on est obligé de quand même respecter une certaine norme pour être compris. Et donc, avec le langage SMS qui était vraiment très basé sur la connivence entre les interlocuteurs, on pouvait se permettre beaucoup de choses qu'on ne peut plus se permettre quand on parle à une collectivité. Et d'ailleurs, il y a eu à un moment donné aussi des mouvements de réaction sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc., où les gens réclamaient que l'on utilise un langage qui était quand même standard et pas un langage SMS. Et donc il y avait des, entre guillemets, comités de lutte contre le langage SMS et les pratiques abusives dans le langage, tout simplement parce que on avait affaire à un charabia qui n'était pas compréhensible en dehors d'une certaine sphère. Oui. Par contre, ce qui est resté quand même, c'est cette injonction à la connectivité quelque part, cette incompréhension. Si on ne répondait pas à un SMS dans les quelques heures, ça pouvait créer. Ça, c'est à ce moment-là qu'on l'a découvert. Oui, tout à fait. C'est pas arrêté. Ça, c'est pas arrêté. Non, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est toujours. Ça n'a rien changé à la règle. Non, c'est ça. Après, je pense que c'est comme tous les nouveaux phénomènes sociaux. Il faut qu'il y ait aussi des nouvelles règles sociales qui s'installent et que, on reprenne le contrôle de nos vies et qu'on réinstaure le droit à la déconnexion. Oui, c'est ce que disait notamment votre collègue Thierry De Smet. Il craignait une forme de dictature de la connexion, mais bon, évidemment, il faut réinstaurer son droit à la connexion. Merci d'avoir repassé en revue avec nous l'histoire du SMS. Cédric Ferron, je rappelle que vous êtes professeur de linguistique à l'UCL, et merci Nicolas Van Zeebroek, vous êtes professeur d'économie et de stratégie digitale à Solvay, et on le rappelle, pour ceux qui s'intéressent à cette histoire, mais beaucoup plus que le SMS, votre livre, L'économie numérique, enjeux et ressorts d'une révolution, qui est paru aux éditions de l'Université de Bruxelles. Noël approche, pour ceux qui s'intéressent à ça. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.